Alors, bon, je rappelle, vous le savez déjà, mais je rappelle que ce projet-là est né au printemps dernier. D'un coup de tête un peu, là, au début de la pandémie, j'ai lancé cette idée d'un projet qui serait inspiré du Décaméron, évidemment, qui, comme vous le savez, se déroule durant les pestes du 14e siècle à Florence. Et j'ai pensé qu'on était dans une situation qui était quand même un peu moins dramatique, là. La COVID-19, c'était quand même un petit peu moins mortel que la peste de l'époque. Mais quand même, on se retrouvait coincés, confinés chez nous. La situation des membres du Décaméron était plutôt différente. Eux, ils étaient dans un château, là, mais ils contaient des histoires quand même, puis ils discutaient autour des histoires, et je me disais que le médium numérique est quand même un des avantages qu'il offre par rapport à la littérature, par rapport à la création, c'est cette possibilité-là qu'on a de discuter autour des œuvres, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je me disais que c'est le médium parfait pour essayer de faire entrer la littérature dans le monde numérique. Il y a plusieurs personnes qui s'y essaient de différentes façons, évidemment, depuis plusieurs années, mais c'est une tentative ici qui est liée aussi à notre situation actuelle. Alors, heureusement, le projet, après, j'ai été emporté par l'enseignement, donc j'ai un peu laissé de côté, et heureusement, Chantal est arrivée dans le portrait pour me relancer et pour relancer aussi d'autres collaborateurs. Et on a fait un appel plus formel qui fait qu'on a quand même 27 collaborateurs de grande qualité, dont vous. On remercie là, énormément d'avoir accepté de participer à ce projet-là, des auteurs, des artistes, qui font que je pense, au bout du compte, on va avoir quelque chose d'assez intéressant comme objet numérique. Évidemment, là, on publie 2 par semaine les contributions. Je ne sais pas tout le monde qui arrive à suivre notre rythme, c'est assez rapide. Mais au bout du compte, avec tout ça, on pense faire un objet numérique là, un peu particulier, un objet littéraire non identifié, là, qui, on l'espère, va être assez intéressant et va laisser des traces par la suite, là, au-delà des événements qu'on crée depuis 3 ou 4 semaines autour de ce projet-là. Aujourd'hui, c'est plutôt Chantal qui va animer les discussions et on avait proposé d'y aller simplement dans l'ordre de publication des projets. Moi, je peux parfois, si vous voulez, partager aussi mon écran pour montrer les contributions. On est assez content de la facture esthétique aussi du projet là, qui a été réalisé avec nos collaborateurs Antoine Fauchier et Louis-Olivier Brassard, qui sont des personnes très créatives, qui, j'espère, sont en train de travailler en ce moment justement sur la contribution de Laure Gauthier, qui devrait paraître cet après-midi, si tout va bien. Alors, je vais laisser la parole à Chantal, qui va prendre le relais là, de la discussion. Et je pourrais jouer les modérateurs en arrière-plan et partager l'écran parfois de vos contributions aussi pendant que vous parlez, si ça ne vous gêne pas. Donc, je laisse la parole à Chantal. Merci Jean-François. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer ici aujourd'hui. Je suis ravie de voir ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, mais dont j'ai lu les textes. Nous avons vraiment reçu de très belles contributions de la part de chacun d'entre vous. Et donc, quelques mots pour commencer sur le projet, sur comment ça a démarré pour faire suite à ce que Jean-François disait. Quand Jean-François m'a proposé de co-diriger avec lui ce projet, j'ai un petit peu hésité parce que je ne suis pas spécialiste de la littérature numérique et surtout parce que, en fait, on ne savait pas du tout qu'est-ce que ça pourrait donner. C'était vraiment l'inattendu dans un contexte qu'on n'avait jamais connu avant et on ne savait pas exactement quelle tournure ça pourrait prendre, qui pourrait répondre à l'appel. Mais j'ai été très interpellée par cette idée d'offrir un espace d'expression aux créateurs, à certains artistes et aux chercheurs à propos de la pandémie et face aussi aux tragédies que nous vivons. En fait, peut-être pas personnellement, mais sur la scène mondiale en ce moment, c'est une époque très sombre, comme on le sait déjà. Et donc, il y a aussi cette idée de créer une communauté virtuelle qui m'a beaucoup interpellée, une communauté sensible pour échanger, pour s'exprimer en cette période particulière où on peut se demander que peuvent nous apporter l'art et la littérature face à tous les bouleversements, à toutes les formes de déstabilisation que l'on peut vivre. Alors, certains écrivains, au tout début du confinement, ont parlé de cette
incapacité qu'ils avaient à produire, puisque même si les écrivains vivent souvent dans des contextes de solitude, de grande solitude, habituellement c'est une solitude qui est choisie, qui est désirée, alors que depuis le mois de mars 2020, on s'est tous retrouvés dans un contexte de solitude forcée. Pour certains, ça a été un espace, donc un moment qui a été un moment de libération. On pourra le voir, entre autres, avec la contribution de Claude Lacharité tout à l'heure. Et pour d'autres, ça a été donc une série d'événements chaotiques ou un contexte plus déséquilibré qui a suscité davantage d'inconvénients que d'inspiration. Voilà, alors vous êtes nombreux à parler aujourd'hui. On se disait peut-être que vous pourriez faire une contribution d'environ 5 à 7 minutes chacun, tout en permettant donc les échanges. Et je vais donc vous laisser la parole sans plus tarder. On va commencer aujourd'hui avec la contribution d'Élise Turcotte et Lucie Bourassa. Élise Turcotte ne peut malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui, Jean-François l'a déjà mentionné. Et Élise Turcotte a écrit au cours du printemps 2020 une série de monologues au Parc La Fontaine qui sont accompagnés par des photographies de Lucie Bourassa, qui est professeure de littérature à l'Université de Montréal. Alors, j'inviterai Lucie à nous parler de cette contribution, à la fois en mots et en images, et sur qu'est-ce que ça a pu provoquer chez vous de faire ce duo, qui est enfin pour moi, c'est un très, très beau duo, et en quoi est-ce que ça vous a relancé, etc. Alors, la parole est à vous. Oh, oui, je vais essayer de dire quelque chose. Ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu, mais en fait, j'étais très, très contente de faire ce travail avec Élise. J'ai fouillé dans des photos que j'avais déjà, mais quand Jean-François m'a contacté pour proposer des photos pour accompagner les textes d'Élise, j'étais contente parce que j'avais lu les textes d'Élise avec beaucoup d'intérêt et parce que j'ai mis une phrase là qui est dans le site, comme quoi l'univers s'était rétréci. Pour moi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vrai que je vais faire des photos de façon régulière au Parc La Fontaine parce que c'est à côté de chez moi, parce que c'est pas mon activité principale, la photographie. Mon activité principale, c'est mon travail. Et comme je suis sujette à des périodes de fatigue importantes qui se sont aggravées là, depuis la pandémie, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à une activité artistique. Donc, j'ai été beaucoup, beaucoup au Parc La Fontaine depuis la pandémie. Normalement, presque tous les ans, je vais séjourner en Europe où j'ai des amis, des collègues, alors à Paris, à Berlin, et j'avais normalement en 2020-2021, j'aurais eu une année d'études et de recherche et j'aurais passé plusieurs mois à Berlin à un projet sur rythme et traduction avec des gens en Allemagne. Et tout ça est tombé. Mais bon, je reviens à la contribution avec Élise. Alors, ça a été, en pensant à l'activité d'aujourd'hui, j'ai regardé hier des photos que j'avais prises durant la période où Élise a écrit les textes. Et ça tombait vraiment bien, cette collaboration, parce que le Parc La Fontaine était devenu mon ouverture. Quand je disais l'horizon s'est rétréci, mais il y avait au moins cet horizon-là. Donc, les textes d'Élise sont comme une plongée, comme je les comprends, comme une plongée dans l'univers visuel et sonore, c'est-à-dire les propos qu'elle entend, les propos ce qu'elle pense. En fait, c'est comme un grand monologue intérieur. Et moi, les photos que j'ai proposées sont des superpositions aussi. J'aime beaucoup, beaucoup travailler avec des superpositions. Donc, la plupart, il me semble, en tout cas, de ces photos-là. Et il y a un petit rappel de ce qu'Élise, de mots qui sont dans le texte, les textes d'Élise, c'est évidemment la présence des canards. Mais sinon, j'ai rien essayé d'illustrer, simplement, j'ai essayé de prendre ce qui me semblait le plus intéressant dans ce que j'avais pu faire. Et en regardant les photos de cette période-là, je me suis rendu compte,
parce que j'ai l'impression d'avoir vécu, moi, 1 année et demie quasiment de stérilité, à part un article que j'ai écrit l'été dernier. Mais je me suis rendu compte que, en fait, ce rétrécissement d'univers, il était pendant une certaine période, là, pendant la fonte, en fait, pendant le début du premier confinement, j'ai photographié régulièrement une flaque d'eau qui diminuait avec le temps ou qui grossissait quand il pleuvait. Et j'ai toutes sortes comme des reflets de l'atmosphère, du ciel ou des arbres ou des passants qui pourraient être mes échos à moi, qui correspondraient aux échos du texte d'Élise. Mais là, c'est tout à fait hasardeux, ça ne correspond pas. Ce que j'ai donné, c'était pris plutôt pendant l'été, en fait. Bon, Oui. tout ça est complètement improvisé, là, parce que mon état d'esprit pendant la pandémie, j'avoue que je suis privilégiée parce que j'ai un travail que j'aime et parce que j'ai une sécurité alors qu'il y a beaucoup, et la santé, alors qu'il y a beaucoup de tragédies. Mais contrairement à d'autres qui sont dans ma situation et qui ont beaucoup écrit ou beaucoup avancé, j'ai plutôt l'impression d'avoir été dans la médiocrité, en fait. Mais sur la contribution d'Élise, c'est difficile d'en parler plus si j'avais su, mais je la vois comme une immersion qui ouvre sur un ensemble de paroles dont certaines faisaient écho à la pandémie, d'autres moins. Ce qui est intéressant aussi dans le texte d'Élise, peut-être, c'est la façon dont tout ça est mis en rythme. Oui, bien sûr. Oui. Et l'accompagnement des photos, je trouvais, nous amène tout à coup dans un univers beaucoup plus où il y a une quiétude qui règne. Donc, il y a une espèce d'équilibre qui s'instaure entre les deux. Je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça. J'y ai pas beaucoup réfléchi, en fait. Le rythme, oui, mais c'est mon dada aussi. Donc, j'aimais beaucoup le rythme, le phrasé du texte d'Élise. Et c'est vrai que l'image, elle est statique. Donc, et les temps, c'est quelque chose de statique et de calme. Il faut peut-être donner un peu de contexte aussi sur la réalisation des monologues, puis les multiples superpositions qu'il y a dans le projet. C'est qu'à l'origine, on ne l'a peut-être pas précisé, mais Élise avait publié ses monologues sur Facebook, donc dans les réseaux sociaux. C'est des c'est ce que j'ai monologues oublié de dire. je pense qu'elle n'avait pas l'intention de publier sous forme littéraire. Hein. Ceux qui connaissent Élise Turcotte savent qu'elle publie la poésie, des romans, des récits. Et ces monologues-là, c'était des espèces d'échappées qui sont sortis pendant la pandémie sur Facebook. Et des statuts quand même assez longs là, pour ce qu'on voit habituellement dans ces réseaux sociaux-là. Et ça avait quand même suscité un certain enthousiasme. Beaucoup de gens aimaient ces tirades-là. Et c'est moi qui lui ai suggéré de les mettre ensemble puis d'en faire quelque chose parce que je trouvais qu'il y avait justement un rythme, un potentiel, quelque chose là-dedans qui nous amenait bien dans l'espèce d'esprit désorienté qu'on avait tous au début de la pandémie. Et le fait de superposer ensuite les photos de Lucie qui sont elles-mêmes des superpositions à ce projet-là, je trouvais que c'était une bonne idée parce que ils habitent tous deux proches de ce même parc, ils se connaissent. Et je pense que ça fait un beau mariage, effectivement. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un dialogue aussi entre les photos et le texte qui est tout à fait intéressant. Ce que j'ai oublié de dire, en fait, j'ai dit j'avais beaucoup aimé les textes d'Élise. J'ai oublié de dire, je les ai lus pour la première fois quand elle les a publiés sur Facebook, évidemment. Donc, moi, je publiais des photos du parc sur Facebook et publiais ça sur Facebook. Il y avait une espèce de... Donc, on charge beaucoup contre les réseaux sociaux, parfois contre Facebook, mais parfois, ça permet des rencontres. Il y a des moments où ça peut créer des choses quand même qui sont positives, là, heureusement, de temps à autre. Alors, merci beaucoup, Lucie. Oui. Il y a une question que je me posais, et en fait, dans le premier dialogue du Novant Décaméron, on en avait parlé un peu. On demandait aux participants, est-ce qu'il y a des œuvres qui ont déjà été publiées qui vous ont particulièrement interpellé? Alors, si c'est le cas, je vous invite aussi à dire un mot sur soit un texte ou des images qui ont déjà été publiées et qui pour vous ont été significatives. Parce qu'en fait, c'était ça l'idée aussi de créer cette communauté en favorisant les échanges.
Voilà, donc la deuxième contribution est celle de Robert Hébert, qui est un professeur retraité au Collège Montmorency, philosophe, auteur et qui ne peut pas être parmi nous, lui non plus, aujourd'hui. Je pense que Jean-François, tu voulais parler un peu de sa contribution. On t'entend pas? Excusez-moi, je veux seulement en dire quelques mots. J'en parlerai pas très très longtemps parce que Robert se sentait pas à l'aise dans ce genre de circonstances pour parler de ses textes. Il faut savoir que je pense que c'est le plus âgé de nos participants. Et ce qui est aussi un peu intéressant dans sa contribution aussi, c'est la position dans laquelle la pandémie a mis les gens d'un certain âge qui ont été comme encore plus confinés, je dirais, que la majorité de la population. Et même parfois, il y avait une relation presque agressive dans la rue là, par rapport aux gens âgés qui osaient sortir ou qui osaient se mettre en risque dans cette situation-là. Donc, son texte, je le trouve particulièrement intéressant pour ça. Lui était trop timide là, pour en parler. Je précise d'ailleurs qu'il était au Collège de Maisonneuve, dans Montmorency. Là. Il était mon collègue de philosophie pendant de nombreuses années. Robert est un personnage assez particulier, un philosophe, donc un professeur de philosophie, mais qui a une conception très expérimentale, si on peut dire, de la philosophie, qui a publié plusieurs livres. Je crois qu'il en était rendu à son 11e. Et donc, c'est une prose quand même assez particulière qui mélange création, poésie et concepts peut-être plus philosophiques. Je vous encourage à y jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas déjà fait, là, mais on trouve là-dedans un esprit tout à fait original, inspiré de nombreuses sources, comme on le voit ici, Artaud, là, qui est mentionné, qui fait des connexions constantes entre des auteurs, des artistes, des compositeurs, et qui justement nous met bien dans la tête de quelqu'un qui est un peu forcé là, d'être en confinement et qui aussi est peut-être un peu, se sent un peu agressé par la police du confinement là, qui était particulièrement virulente là, pour des gens d'un certain âge hein, qui ont vécu cette pandémie-là d'une manière beaucoup plus difficile là, que plusieurs d'entre nous. Donc, je ne veux pas en dire plus. Là, je vous encourage à aller voir les textes de Robert Hébert qui sont quand même assez tonifiants. Je trouve qu'ils sont dans une prose assez particulière. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui les ont lus, là. Mais je tenais à en dire quelques mots quand même, là, même si Robert lui-même n'osait pas venir vous importuner avec ses discours en personne. Est-ce qu'il y en a qui ont jeté un coup d'œil au texte? Robert, oui. Oui. Oui, moi j'ai beaucoup aimé. C'est assez particulier. Hein? Merci, moi, j'ai bien aimé ces anagrammes en particulier, puis un certain nombre de formules qui m'ont frappé, notamment l'anachorète macaque qui sort en arrière sur son balcon arrière, pour le citer exactement, ça m'a frappé. Je dirais un mot tout à l'heure d'une autre formule qui m'a aussi frappé et puis que je mets en relation avec mon propre texte, mais je vais garder ça pour plus tard. Bien, le prochain est Daniel Conti. Daniel est écrivain basé à Montréal, traducteur littéraire et artiste. Et sa contribution qui nous amène aussi dans les rues de Montréal et dans l'environnement urbain s'intitule L'affaire du virus de la couronne. Oui, si je peux expliquer le contexte d'écriture un peu, c'est que l'an dernier, j'ai été invité par le Festival Transamérique à prendre parole dans une série qui s'appelle Habiter la vie, là, qui d'ailleurs est reprise cette année avec quelques participants. C'était assez paradoxal d'être invité au début de la pandémie à faire une prestation publique dans un festival de théâtre qui n'aurait pas vraiment lieu, c'est-à-dire qui s'est retrouvé projeté dans un espace virtuel. Fait qu'en quelque part, nous, les quatre penseurs, écrivains qui devaient se prononcer dans la série Habiter la vie, on est devenu comme une bonne partie de la programmation, en fait, plutôt que des satellites autour des spectacles. Et puis, moi, le sujet qu'on m'avait
j'ai toujours cru que la marche, c'est le double vécu de l'écriture, c'est-à-dire que souvent, mon horaire de travail consiste à écrire le matin et à marcher l'après-midi pour que ce qui a été écrit se décante et se mette à vivre dans le théâtre de la ville en quelque sorte, puis pour être connecté comme ça au fourmillement des vivants. Puis donc, en quelque part, c'est le décor qui est tombé avec la pandémie parce que habituellement, je me retrouve dans le mouvement brownien de la ville. Mon point de départ est souvent sur le plateau, puis ensuite, je trace de longs méridiens d'un bout à l'autre, parfois jusqu'au marché à Trois-Terres, nord, sud, est, ouest, etc. Puis tout ça me permet de continuer à écrire sans écrire, en quelque sorte. Je m'arme toujours de livres et tous les sens sont aux aguets là, pour voir ce spectacle-là qui se déploie, qui va souvent aussi fournir une matière là, à une littérature proche et future. Et moi, je pense que quand le décor est tombé, c'est assez drôle parce que j'avais déjà fait une marche pour une performance sur Montréal, ville de science-fiction vécue, qui s'appelait le Pavillon de l'Insolite, où je traçais de l'hippodrome Blue Bonnet jusqu'aux ruines de l'Expo 67 avec une troupe de marcheurs. Et puis la formule ville de science-fiction vécue, pour moi, plutôt qu'une projection imaginaire, est presque devenue une réalité, en fait, surtout en voyant les tentes, puis les gens en combinaison, en combinaison hazmat près du quartier des spectacles, puis etc. Donc, j'avais l'impression qu'on était plongé là, dans une espèce de film de série B. Et mon texte, c'est à la fois, il enchaîne une série de fragments où je me pose une question sur le cœur de Montréal, puis comment le cœur de Montréal, en quelque sorte, enregistre le choc de la pandémie. Et la marche, c'est comme une espèce de réaction nerveuse où je vais chercher dans le regard d'un semblable, puis dans la ville dépeuplée, abandonnée, qui devient presque comme une peinture de Chirico ou quelque chose comme ça, à aller chercher une sorte d'indice sur qu'est-ce qui pourrait être la suite. Et ce qui m'a frappé, moi, dans tout ça aussi, c'est... Puis moi, de toute façon, c'est un thème qui m'habite puis qui m'obsède presque, c'est l'imaginaire de la ville lui-même, comment une narration, dans ce cas-ci, la narration statistique, scientifico-statistique qui s'est, si vous voulez, qui s'est comme un peu qui est tombé sur nous comme une cloche de verre. Là. On avait l'impression de vivre dans une expérience, là, ou quelque chose comme ça, une expérience d'assez mauvais goût, et dont on était les cobayes. Et la question que je me pose souvent, c'est comment renouveler la narration de la ville, en fait. Comment faire en sorte qu'un autre imaginaire lève et puis qui suggère aussi, à partir de principes poétiques aussi, de nouvelles relations politiques, en fait. Puis une des choses, des expériences qui m'a frappé dans les marches, c'est l'expérience des clôtures, en fait, puis de tous ces espaces fermés. Mais là, on a une menace qui flotte dans l'air de la ville, dans des gouttelettes, entre nous, dans un réseau de lignes entrecroisées, en quelque sorte. Et quand on arrivait aux portes du cimetière Côte-des-Neiges, il était barré. Puis on se demandait pourquoi, en fait. Puis là, il fallait contourner toutes sortes d'interdictions, puis toutes sortes de limites. Puis j'arrêtais pas de repenser à cette histoire que j'avais lue dans le London Review of Books où les citoyens d'une petite ville balnéaire en Grèce, il y a eu un incendie causé par la crise, en tout cas, qui est un symptôme de la crise climatique. Et puis, toutes les maisons des riches étaient clôturées, puis sur le bord de la plage. Fait que quand l'incendie a pris, tout le monde est mort parce que la propriété privée faisait en sorte qu'il n'y ait plus d'accès à la mer où il aurait pu se réfugier contre les flammes. Et puis ça, c'est quelque chose dans le climat de peur et de paranoïa qui s'est installé en nous. On avait presque peur de croiser les regards des autres, comme si, je me rappelle de ces histoires au début de la pandémie où tu peux recevoir une goutte dans ton œil, là, puis là, tu vas l'avoir. Et puis, il y avait ces informations vraiment dramatiques, extrêmes qui circulaient. Puis, ce qu'on peut constater, un an et quelques plus tard, c'est que
on dirait qu'une fois que certaines narrations s'installent, c'est très difficile de s'en départir ou de les oublier, comme ces histoires de contamination des surfaces. Dès mai de l'an dernier, on le savait que ce n'était pas vraiment porteur, mais pourtant, il y a une série de comportements de peur qui étaient liés à ça, puis qui s'étaient installés. Puis j'ai même vu des gens se faire refuser dans des cafés de se faire remplir leurs tasses personnelles en cas qu'il y a une contamination. Fait qu'il y a eu tout de suite cette espèce d'imaginaire du pire, qui est souvent, on associe à la fiction le drame, la tragédie. Puis comme disait l'écrivaine américaine Marilyn Robinson, que je sors de son contexte, mais c'est une formule qui pour moi est très porteuse, c'est « People always think that the worst thing is the truest thing ». Donc, que la pire chose est la chose la plus vraie. Et puis, on a tendance justement à se replier sur des espèces de narrations apocalyptiques, puis à plus réfléchir ce qui arrive dans des termes où, justement, on peut reprendre pied. Puis donc, puis une poussée aussi de la peur qui est formulée ou presque orchestrée par les gouvernements pour s'assurer que le message passe à tous les niveaux puis que les comportements qu'on veut induire sont en effet induits. Et moi, les questions que je me pose en marchant dans la ville, la tête en l'air, en essayant de fuir quelque chose qui ne se fuit pas, en quelque sorte, c'est comment on rénove cet imaginaire-là pour justement que ces narrations-là qui sont plaquées sur l'espace public, comment on en fait émerger, comment on fait émerger des narrations qui seraient plus généreuses, qui seraient plus capables d'ouvrir au sens de nos vies, en fait, puis même cette espèce de médicalisation, puis portrait statistique de la mort, les dimensions qualitatives de ces expériences-là, on ne les a pas beaucoup discutées. Puis maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on paye des soins psychologiques pour les artistes, par exemple, pour essayer de compenser qu'est-ce qui a essentiellement été une crise de la gestion. Parce que ce qu'on voit apparaître avec la pandémie, le saisissement de l'espace public, c'est qu'on se rend compte, comme avec la crise, par exemple, des maisons de soins, c'est que nos systèmes de gestion n'ont pas beaucoup de tolérance, en quelque sorte. Et puis qu'on a besoin on a réduit là, la narration publique presque à la pandémie pendant 1 an et quelques. Et puis, ça effaçait en rien, si vous voulez, tout le désordre humain normal, puis nos besoins émotifs, puis etc. Puis moi, je pense, c'est une chose, peut-être conclure là-dessus, c'est que souvent, quand une ville ou un territoire ou une planète est saisie par une situation de crise, il y a beaucoup de mesures qui sont prises pendant les moments de crise qui sont ensuite installées pour de bon. Et puis, parce que ça devient une sorte la peur s'est installée et puis là, on va repartir à partir d'une nouvelle série de contraintes, en quelque sorte. Puis aussi, les périodes de crise comme ça a souvent mené à des réinventions. Puis s'il y a quelque chose que j'en appelle de mes voeux puis que j'essaie de ma manière fantaisiste, je crois, de suggérer dans mon texte, c'est qu'on a besoin un peu plus de levier imaginaire pour rénover nos espaces, puis les rendre plus habitables, puis rendre l'air, en quelque sorte, et la lumière qui existe entre nous plus accueillante. Fait que voilà, vaste programme, mais c'est ce que j'avais à dire. Ah oui, puis aussi, j'ai créé un site web à partir de tout ça. Donc, ce que vous voyez sur le Novant des Camerons, c'est une vue en coupe savamment orchestrée par nos hôtes autour de cette idée de l'affaire du virus de la couronne. N'est-ce pas? Le dossier est de nouveau ouvert hein, avec l'administration Biden là, qui a décidé d'encourager certaines hypothèses autour de l'origine du virus. Donc, ce titre qui est à la fois des fois la meilleure résistance, hein, moi je crois en tout cas, face à des impositions politiques, l'humour peut aller assez loin et la poésie pour suggérer qu'un espace de liberté demeure possible à l'intérieur de quelque chose qui est extrêmement contraignant.
Merci Daniel pour cette présentation qui fait surgir beaucoup de questions et qui m'a fait penser moi aussi à la contribution de Carole Lévesque qui s'inscrit vraiment dans cette perspective de renouveler le discours et la narration sur la ville. Tu as beaucoup évoqué les espaces fermés, par exemple le cimetière du Mont-Royal, cimetière Notre-Dame, en fait, Côte-des-Neiges, pardon. Ouais, c'est Et, ça, Côte-des-Neiges. voilà. Et en parallèle, on a donc un peu l'autre pendant avec Carole qui, elle, a centré son texte et son podcast sur un terrain vague. Un terrain vague qui se trouve près d'un pont. Et donc, on a les espaces, la question du rapport aux espaces fermés, aux espaces ouverts. Et ironiquement, ce terrain vague qui est aussi illustré donc, sur le dessin qui sert de couverture au Novembre des Camerons. Donc, ce terrain a été détruit durant la pandémie, finalement. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tout simplement rasé ou ils ont... J'en sais pas vraiment plus, en fait. Et elle voulait garder un flou à propos de ce qui est arrivé au terrain vague. Parce que qu'est-ce qu'on a eu, hein, finalement? On a eu beaucoup de pistes cyclables. Oui, c'est incroyable. Il y en a partout, partout. Des aménagements temporaires d'élargissement des chaussées, mais souvent, présentement, au niveau des aménagements, on fait beaucoup dans le temporaire, en fait, plutôt que d'investir dans des nouveaux parcs, par exemple, ou d'instaurer des lois qui feront en sorte que pour chaque 10 condos qui sont construits, il y a autre chose. Puis on ne la voit pas beaucoup, cette réflexion-là, en fait, même au niveau des... Puis aussi, simplement la mémoire des lieux. Moi, de voir, par exemple, la police se saisir de l'espace public à Montréal, hein, l'espace public, de 20h à 6h le matin, c'est discutable comme mesure dans une démocratie, surtout historiquement, carré rouge, tapé sur l'adolescence avec des mesures paternalistes. Et ensuite, la crise d'octobre. Hein, c'est là qu'on l'a vu, la police dans la rue à Montréal. Fait que moi, au moment où c'est arrivé, ça m'a inquiété au plus haut point au niveau d'une dérive de gestionnite aiguë, là, qui ensuite, on peut débattre là, de l'efficacité de diverses mesures, mais on entendait tout le temps, c'est du jamais vu, mais c'est pas comme si c'était la première fois que l'humanité était confrontée à des épidémies, hein, surtout dans un continent fondé sur la propagation d'une épidémie et l'effacement des premiers peuples à 92% de la population. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est que le spectre temporel qui est considéré dans nos narrations, il est tellement restreint qu'on pense, ah oui, OK, on dirait qu'une, j'allais dire une conspiration, vraiment pas le bon mot, là, mais on dirait que présentement, il y a un présentisme absolu qui règne. Puis la pandémie fait partie des moyens ou des symptômes, en tout cas, de ce présentisme absolu. Puis comme j'aime beaucoup citer Thomas Pynchon, là, qui disait que, un de ses personnages, en fait, qui disait il faut étendre notre fréquence temporelle. Puis déjà, d'évoquer un auvent de Cameron à ce moment, c'est sûr que c'est une relation transtemporelle qui se fait rapidement et puis dont l'étincelle peut être porteuse aussi. Cette idée aussi que plutôt que d'être pris dans un château ensemble, on est pris autour de l'Internet. Il y a quelque chose dans cet espace qui est supposé être virtuel, complètement ouvert, mais là, on est dans le château du présent, qui est l'Internet, ou le web, plutôt. Merci, Daniel. Merci à vous. La prochaine contribution est de Claude Lacharité, qui est professeur au département de lettres de l'Université du Québec à Rimouski et romancier. Et son texte s'intitule « 9 leçons de solitude ». Merci Chantal. En fait, je vais vous dire quelques mots d'abord sur l'expérience, ma propre expérience de confinement avant de parler du texte et puis ensuite de parler du projet plus vaste dans lequel ce texte s'inscrit. Alors, mon expérience du confinement, j'ai presque honte de le dire, a été plutôt heureuse et positive, même si je suis tout à fait conscient là, du fait que pour la plupart des gens, ça a été au contraire une expérience tragique, douloureuse, mais dans mon cas,
ni mes proches, ni ma famille n'ont été touchés par la maladie ou par la mort. Et puis, pour moi, ça a été vraiment, comme le dit le diariste de mon étrange journal de confinement, une véritable bénédiction parce que ça m'a permis d'échapper à toutes sortes de contraintes auxquelles je voulais échapper depuis déjà longtemps, en fait. J'étais dans une sorte de remise en question très profonde, presque existentielle, avant même le début de la pandémie. Et le début de la pandémie, ça m'a permis, en fait, de mettre en pratique ce que je comptais faire de toute manière, en échappant aux éternelles réunions qui auraient dû être de simples courriels et à toutes ces contraintes administratives complètement absurdes de la vie universitaire. Et en fait, voilà, dans les 15 derniers mois, j'ai pu enfin écrire beaucoup, ce que je n'ai pas pu faire pendant les 20 premières années de ma carrière universitaire parce que j'étais trop pris par des responsabilités de toutes sortes, par des voyages un peu frénétiques pour participer à des colloques, à des journées d'études, etc. Et je me disais, j'aimerais pouvoir faire écho à cette expérience qui est un petit peu singulière et qui est un peu différente, qui constitue une sorte de contrepoint de ce que l'on a beaucoup entendu dans les médias, dans le discours social, hein, où on nous a constamment présenté finalement la solitude induite par cette pandémie comme quelque chose de difficile, d'éprouvant, de très négatif. Robert Hébert utilise la formule nécropolitique à la mitaine. Je trouvais la formule très belle et je me disais, bon, même si je suis conscient que mon expérience est loin d'être universelle et même si comme Lucie, j'ai la chance de ne pas avoir à me soucier de revenus. Je n'ai pas eu de menaces de chômage. J'ai eu des conditions presque idéales pour vivre cette pandémie et je suis conscient de ma situation de privilégié. Il me semblait que c'était quand même une expérience qui méritait peut-être d'être exprimée d'une certaine façon. Et en fait, l'idée m'est venue d'écrire un journal de confinement, mais pas du tout comme une sorte de littérature de témoignage, parce que je n'ai pas tenu de journal de confinement. Je ne tiens jamais de journal de toute manière. Pandémie ou non. L'idée, c'était peut-être d'exploiter finalement le versant plus positif de la solitude, hein, puisque la solitude, évidemment, ça peut être l'expérience douloureuse de l'isolement, mais ça peut être aussi quelque chose de recherché qui apporte un certain nombre de bienfaits. Et c'est donc ce versant plus positif, plus optimiste de la solitude que j'ai voulu exploiter dans cet étrange journal de confinement. Je me suis dit que j'allais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'évidemment, le diariste en question a certains de mes traits de personnalité. C'est un personnage qui aime beaucoup le silence, qui aime beaucoup la solitude, comme moi. C'est quelqu'un qui est heureux d'enfin pouvoir échapper à toutes sortes de contraintes, comme moi. Mais à la différence de moi, c'est un personnage qui a une posture complètement radicale, hein, qui assume complètement sa volonté de rompre avec la vie sociale, avec la sociabilité. Alors ça, ce n'est pas tout à fait moi encore. Peut-être un jour, j'en arriverai jusque-là, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis toujours, comment dirais-je, heureux de rencontrer mes semblables. Et surtout, par exemple, dans le cadre de l'enseignement, ça, c'est un point que j'ai laissé complètement de côté dans ce journal de confinement. Mais c'est vrai que l'enseignement à distance a été une expérience particulièrement douloureuse et pas très épanouissante pour moi. Ça, je l'ai dit très clairement. Mais comme j'ai la chance, par ailleurs, d'avoir une chaire de recherche, l'enseignement, c'est un des aspects de ma vie professionnelle, mais c'est peut-être le moins important quantitativement. Donc, ça n'est quand même pas suffisant pour venir assombrir mon expérience plutôt, je dirais, positive du confinement. Et je trouvais intéressant, donc en lisant l'ensemble des textes publiés jusqu'à maintenant, de voir certains échos. Alors bien sûr, je n'avais pas lu ces textes en rédigeant mon journal fictif de confinement, mais ce que je constate, c'est que j'ai cherché un petit peu à exploiter l'idée formulée par Emmanuel Catan d'une liberté que l'on conquiert au prix du confinement. Ça me semble quelque chose de très important. Et c'est l'expérience, en tout cas, que mon diariste essaie de mettre en mots dans son journal. En même temps, ce diariste, c'est peut-être un peu une version de moi-même en pire. Et ça, c'est une formule d'Élise Turcotte que je trouve assez juste, hein. Donc, c'est vraiment ce journal, une sorte d'expérience de pensée, c'est-à-dire je me suis offert le luxe, finalement, d'aller jusqu'au bout d'une posture que je ne pourrais pas tenir véritablement dans ma vraie vie. Et je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans d'assez jouissif, d'assez agréable, que seule la fiction permet de vivre par procuration. Et puis, donc, ce journal, en fait, je l'ai conçu comme une sorte
de prétexte pour réfléchir à un personnage qui m'obsède depuis mon arrivée à Rimouski en 2001. Ça va faire 20 ans le 1er août prochain que je suis à Rimouski. C'est l'ermite Toussaint Cartier qui a vécu pendant presque 40 ans tout seul sur son île, l'île Saint-Barnabé, qui est au large de Rimouski, et qui est devenu très rapidement après sa mort un personnage littéraire grâce à une romancière britannique qui s'appelle Frances Brooke, qui le fait apparaître dans ce roman épistolaire. Et en réalité, c'est un personnage qui a beaucoup marqué l'imaginaire collectif dans la région, à Rimouski, mais aussi dans tout l'Est du Québec, parce que sa vocation est apparue finalement incompréhensible, même auprès de ses contemporains, et à plus forte raison auprès de la postérité aussi. Et donc, on a toute une série de versions qui cherchent finalement à expliquer pourquoi un jour cet ermite a décidé d'aller vivre seul sur l'île Saint-Barnabé. Et depuis mon arrivée à Rimouski, je me suis dit, il faut en faire quelque chose de ce personnage parce qu'il est fascinant, en tout cas moi, il me fascine beaucoup. Et j'ai essayé d'écrire des romans. Alors j'ai 2 ou 3 romans avortés dans mes tiroirs. J'avais écrit une nouvelle que je n'ai jamais publiée parce qu'elle ne me semblait pas aboutie. Et puis justement, quelques mois avant le début du confinement, il m'a semblé avoir trouvé peut-être une manière d'écrire ce personnage de l'ermite en recourant au genre de la nouvelle. Et donc, j'ai écrit 24 nouvelles un peu avant la pandémie, mais surtout depuis 15 mois, qui mettent en scène l'ermite toujours comme une sorte de figurant de sa propre histoire, comme un personnage secondaire qui prend peu la parole, voire pas du tout la parole. Et finalement, ce que l'on voit, c'est surtout comment les autres le perçoivent et comment les autres essaient de rendre compte de sa vocation très singulière. Et il me semblait important, justement, de préserver le mystère de l'ermite, puisque ce qui fait qu'il est une légende, c'est qu'on n'est pas capable d'expliquer véritablement sa vocation. Alors, j'avais trouvé comme une sorte de manière de mettre en scène cet ermite, mais il me semblait manquer quand même un élément liant. C'était finalement le fait que chaque écrivain, romancier, poète, chansonnier qui a parlé de l'ermite a eu tendance à parler de soi en parlant de l'ermite. Et cet élément-là, je voulais qu'il puisse apparaître dans ce recueil de nouvelles et c'est à ça que répond finalement le journal de confinement. C'est-à-dire, ce n'est pas tellement mon interprétation personnelle de l'ermite, mais c'est une certaine interprétation de ce qu'a été l'ermite au XVIIIe siècle à la lumière de l'expérience très singulière que nous avons vécue en raison de la pandémie de COVID-19. Et donc, voilà, j'étais assez content finalement que tout ça puisse prendre place. C'était pas du tout prémédité. Là, j'étais déjà bien engagé dans la rédaction de mon recueil de nouvelles quand j'ai reçu l'invitation de Jean-François. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas faire un journal de confinement comme il y en a eu tant, mais un journal de confinement qui soit pas simplement de la littérature de témoignage, mais plutôt une expérience de pensée. Voilà donc en gros ce que je voulais dire à propos de ces 9 leçons de solitude. Merci. C'est très intéressant justement parce que quand on lit ce journal de confinement, comme vous l'expliquez, on a l'impression que ce n'est pas tout à fait une fiction. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eue comme lectrice, que ce n'était pas une fiction, que c'était un journal. Et puis, donc, il y a comme l'espèce de défi qui a été relevé d'écrire ce journal, tout en se distinguant nettement de ce qu'on a appelé les journaux de confinement qui ont été publiés au début de la pandémie, entre autres dans Le Monde, etc. Oui, qui sont pour la plupart tout à fait insupportables. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi, mais c'est vraiment une sorte d'exacerbation de l'ego. Enfin, moi, sauf erreur de ma part, il y a peut-être des journaux qui sont passionnants qui m'ont échappé, mais ceux que j'ai lus, moi, m'ont paru vraiment pas très intéressants. Alors, je voulais essayer d'éviter ce piège-là autant que possible. Oui, et c'est ce qu'on voulait aussi, on l'avait écrit aussi dans l'appel, qu'on voulait aller au-delà des journaux de confinement, justement. Ça m'interpelle aussi cette façon de parler de certains bonheurs du confinement ou de soulagement en fait, du fait que tout a arrêté au début de la pandémie. Il y a quand même quelques personnes, je pense, qui ont éprouvé cette situation. J'en ai pas parlé encore, mais il y a eu un certain, j'irais même jusqu'à dire un certain bonheur, une certaine joie de pouvoir se recueillir, se retrouver au-delà des exigences sociales, professionnelles, etc. Carole Lévesque en a parlé aussi, ça me revient également parce que durant le premier dialogue du 9 ans des Camerons, Carole était en résidence à Rome, donc elle travaille sur les terrains vagues, mais à Montréal et à Rome, et elle a eu la chance immense, à mon avis, de se retrouver à Rome au moment où il n'y avait plus aucun touriste.
Donc, elle a pu se promener dans des lieux comme, par exemple, tous les lieux historiques, les musées, les voir de très près et prendre beaucoup de photographies. Promeneuse, mais en étant très privilégiée à Rome au début du confinement. Voilà, la prochaine présentation, justement, on enchaîne avec Rome, mais avec une perspective historique cette fois, c'est celle de Karine Chichereau. Karine Chichereau est une traductrice littéraire basée à Paris qui nous a offert, dans le cadre du Novembre des Camerons, un texte de fiction. J'aimerais souligner aussi que c'est le seul texte qui présente une telle perspective historique dans le cadre du projet, ce que j'ai beaucoup aimé personnellement, et qui s'intitule « La peste de Justinien ». Karine. Alors, bonsoir à tous d'abord et toutes. Oui, moi, je voulais surtout pas faire un journal de confinement. Je voulais surtout pas parler de mon expérience vécue. Donc, moi, j'étais confinée à Paris. Et je voulais absolument trouver un biais qui me permette d'écrire sur autre chose. Et en fait, je me suis dit, bon, pandémie, la peste de Justinien, c'est une chose que j'avais rencontrée, je ne sais plus dans quel cadre, mais dans le cadre professionnel de la traduction, qui est donc ma profession. Et je m'étais dit depuis longtemps qu'il fallait écrire quelque chose là-dessus parce que c'était tout à fait passionnant. Parce que c'est une épidémie donc, qui a touché donc, le Moyen-Orient et l'Europe et qui a eu des conséquences géopolitiques énormes. Et notamment, donc, pas la chute de Constantinople, mais enfin, disons, une diminution du pouvoir de Constantinople, une diminution du pouvoir des Perses, qui a permis au siècle suivant, donc là, moi, j'écris au VIe siècle, et au siècle suivant, bon, comme on le sait, il y a eu les conquêtes arabes qui ont été considérablement facilitées par le fait que toutes ces aires géographiques avaient été ravagées par la peste. Donc, il y avait cette histoire qui m'intéressait beaucoup. Et quand j'ai cherché, en fait, j'ai commencé à creuser la thématique, je me suis rendu compte que à l'époque, à Rome, donc il y avait le pape Pélage II qui était mort de cette épidémie de peste et que lui avait succédé Grégoire le Grand, qui, comme beaucoup de gens le savent, est un pape qui a eu une aura extraordinaire, qui a révolutionné beaucoup de choses, notamment par ses écrits et puis par sa politique. C'est un personnage qui était tout à fait fascinant, qui était un grand... issu d'une très grande famille de Rome. Il avait été préfet d'abord de Rome. Ensuite, il était rentré dans les ordres. Il aspirait en fait à la vie monacale. Il avait fondé un monastère. Et puis finalement, il s'est retrouvé envoyé donc auprès de Justinien à Constantinople. Et donc, il revient à Rome, travaille auprès du pape. Et là, donc, cette épidémie de peste arrive aussi à Rome. Et à ce moment-là, il y avait, comment dirais-je, beaucoup de catastrophes qui s'étaient produites en même temps. Famine, déluge, enfin bon, vraiment, on avait l'impression que les 7 plaies d'Égypte étaient en train de s'abattre sur Rome. Et il y a eu donc vraiment une espèce de catharsis à ce moment-là. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de creuser cet événement. Et ce qui est très drôle, entre guillemets, si je puis me permettre de dire ça comme ça, c'est que on rapporte donc qu'il y a eu un miracle et que suite à une grande procession organisée par le pape, l'épidémie de peste s'est arrêtée. Et donc il y a une icône qui se trouve à Sainte-Marie-Majeure à qui on a attribué ce miracle. Et en mars dernier, au moment où le Covid s'abattait sur l'Italie, le pape lui-même est allé rechercher à nouveau cette icône pour lui demander de faire un nouveau miracle. Donc il y avait vraiment des passerelles entre notre époque et le VIe siècle qui étaient vraiment très intéressantes. Et surtout, ce que je me disais dans une perspective pas du tout intimiste, mais au contraire la plus large possible, c'est que quand on voit les conséquences qu'a eu cette épidémie à l'époque, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vraiment essayé de creuser, qui ont fait des doctorats là-dessus, peut-être, j'avoue que j'en ai pas trouvé, mais c'est de voir quelles conséquences sur l'état du monde
va avoir cette épidémie de Covid. Est-ce que ça va bouleverser les équilibres géopolitiques? Est-ce que ça va, je ne sais pas, permettre à la Chine de monter encore plus? Est-ce que ça va casser certaines puissances comme le Brésil, l'Inde? Bon, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir. Mais c'est bon, la peste de Justinien, en fait, ça a duré pendant des décennies, voire ça s'est étendu même sur 2 siècles. Donc, c'est vrai que là, pour l'instant, nous, on est encore au degré zéro temporellement par rapport à tout ça. Et voilà, donc moi, j'avais envie de sortir justement de ce cadre de la personne et du ressenti intime, etc., pour prendre une perspective, au contraire, la plus large possible au niveau géographique et au niveau temporel. Merci, Karine. Je voulais juste dire aussi que ce que moi j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ça m'a permis de faire au niveau de l'écriture une espèce de pastiche en fait des textes de cette époque-là, parce que bon, évidemment, j'ai lu un peu les écrits de Grégoire le Grand. Voilà, j'ai essayé de m'inspirer des textes de l'époque, enfin m'inspirer très lointainement bien sûr, mais pour garder un ton qui paraisse le ton qu'on aurait pu employer dans ces époques-là. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'était d'un point de vue d'exercice littéraire, c'était très intéressant pour moi. Est-ce qu'il y a des échos ou est-ce que la visite de Rome à plusieurs reprises que tu as faite a permis d'alimenter l'écriture d'une manière ou d'une autre? Oui, ben, évidemment, Rome est une ville que moi j'adore, n'est-ce pas? Et j'étais très imprégnée par ce qu'était Rome. C'est une ville que je trouve très intéressante parce qu'elle a eu des phases de gloire insensée et ensuite de chute insensée parce que bah justement au VIe siècle, on passe de plusieurs centaines de milliers d'habitants à quelque chose comme 30 000 habitants. Enfin, c'est une chute invraisemblable qui va perdurer jusqu'en 1400. Donc, l'histoire de Rome elle-même me passionne complètement. Donc, je pensais que c'était en plus tout à fait intéressant. Et puis, comme je connais un peu cette ville, on va dire, j'essayais de visualiser vraiment comment étaient les lieux à l'époque. Et puis, ce qui est formidable, c'est que on a une vision dans le sens où on a encore des ruines de l'Antiquité. Donc moi, ça ne se passe pas dans l'Antiquité, c'est à la charnière entre Antiquité et Moyen-Âge, mais les ruines, elles étaient déjà là. Il y avait des tas d'endroits qu'on voit encore aujourd'hui, qui existaient déjà. Bah, Sainte-Marie-Majeure, par exemple, était déjà là et elle était à peu près identique à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça donne vraiment une façon de visualiser les choses qui est passionnante. Merci. Oui. Je pense que Lucie aussi, elle avait quelque chose. J'irai après. J'ai ici une coupure. Là. Moi, j'ai une petite bibliothèque là, que j'ai appelée Sciences d'espoir qui compare les différentes, disons, de taux de mortalité des grandes épidémies humaines. Puis l'épidémie de Justinien est en deuxième position, en fait, dans l'histoire, avec 55% de la population de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui a été décimée. Oui. La COVID, au moment de la publication, elle en était à 0,03% de la population. Et la plus grande, en fait, épidémie connue, c'est la variole qui a touché les populations autochtones en Amérique, qui a décimé 93% de la population. Voilà pour le bulletin statistique. Merci. Lucie? Oui, merci à Daniel de remettre en perspective comme ça notre COVID et de nous rappeler ce qui s'est passé sur le continent américain, nord-américain. Pour le texte sur la peste de Justinien, je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce déplacement dans le temps, dans l'espace et dans l'écriture, parce que j'ai été fascinée. À un moment donné, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une traduction? J'ai dit non, sans doute pas, c'est une fiction, mais c'est tellement, l'exercice est tellement réussi. Et puis il y a des moments où justement, des passages dans le texte qui m'ont fait penser à des réflexions que j'ai pu avoir au tout début de la pandémie. Est-ce que c'est la fin du monde
autrement, bien sûr, on pense à la possibilité d'une catastrophe écologique. Et aussi, en le lisant, j'ai repensé, oui, comment on va se retrouver après, parce qu'il y a toujours ces bilans, il y avait tant de personnes, après il y en avait moins. Bon. Et je reviens à ça, mais cette écriture aussi, ce phrasé, cette perspective énonciative, tout ça qui fait qu'on a vraiment l'impression d'un texte qui a été écrit à une autre époque, mais qui fait bien écho à ce qu'on vit actuellement. Merci beaucoup, c'est vraiment un super compliment que vous me faites. Parce que, bon, en plus, comme je suis traductrice, donc c'est vrai que… J'ai vu ça aussi, j'ai vu ça. Voilà, donc c'est cette histoire de d'écrire avec, entre guillemets, la voix de quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire que c'est mon métier, donc c'était… Mais j'ai adoré travailler justement l'écriture des phrases et la rythmique et tout ça. Donc, je suis très, très contente que vous ayez à un moment pensé que ça pouvait être une traduction. J'ai vu aussi que vous étiez traductrice. Oui. Et Karine a publié récemment, pour la petite histoire, sa 100e traduction. Pas publié encore. Pas publié encore, non. Mais bientôt. C'est une question que j'avais. Merci Lucie d'avoir fait ce commentaire sur l'influence du travail de traduction dans l'écriture, etc. Peut-être qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Que je vais donner tout de suite la parole à Laure Gauthier qui est avec nous. Et on va revenir vers Paris cette fois-ci avec de nouveaux déplacements, donc des marches dans la ville. Laure nous a proposé pour le Novembre des Camerons ce qu'elle appelait des transpoèmes. Donc, ce sont des poèmes lus à haute voix avec un environnement sonore. Et elle les a intitulés tout récemment Corona Blues. Voilà. Tu es en ligne, Laure? Oui, oui, je ne sais pas si le micro est… parce que j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait… Voilà. Alors, bonjour, Laure Gauthier, qui est poète et professeure de lettres à Paris. Je me permets de faire une petite… je me permets juste de vous interrompre parce que les poèmes et transpoèmes de Laure Gauthier viennent tout juste d'être publiés. Là, on est vraiment dans le monde numérique où les choses se font au fur et à mesure. Et comme vous l'avez peut-être vu quand j'ai partagé mon écran, là, ça vient tout juste d'être publié. Il nous reste encore peut-être un petit peu de choses à vérifier là, avant que ça soit officiellement publié. Mais c'est un petit peu à la dernière minute. On s'excuse auprès de Laure. Et d'ailleurs, on lui a offert la possibilité de nous parler plus en détail, peut-être à la prochaine rencontre, si elle préfère, et de nous donner envie aujourd'hui de voir les poèmes. À vous de voir, à vous de décider. Le temps qui vous reste, hein, je veux bien en parler un petit peu, s'il nous reste un peu de temps. Mais oui, tout d'abord, quand c'est arrivé, il y avait quand même une forme un petit peu de sidération comme tout le monde. Mais moi, j'avais eu ce phénomène dont parlent certains, le phénomène heureux d'un confinement. Je l'avais eu par une maladie auto-immune due à un virus chinois en 2015 et j'avais eu 2 ans d'arrêt maladie dont je me suis relevée. Donc, je ne courais pas après l'idée d'être à nouveau confinée. Et moi qui ai des masques l'hiver, je voyais la population entière avoir un symptôme ou une peur que je pouvais avoir si je rencontre un virus, parce qu'il ne faut pas que je rencontre de virus. Donc, il y avait cette singularité, cette ironie de la petite histoire. Mais il y avait aussi peut-être certains réflexes. J'avais dû me sortir moi-même pour ne pas être happée par un discours médical, pour être capable de vivre en prenant des risques et que mon écriture ne soit pas non plus désaxée par une maladie qui m'arrivait dessus en 2015. J'ai eu le même réflexe par rapport au discours happant médical et au discours sécuritaire. Donc, j'ai eu une forme un peu d'allergie face à ce danger monomaniaque, monolithique, comme s'il n'y avait plus qu'un fait divers ou une nouvelle et que tout le reste disparaîtrait. J'étais très allergique. Je crois que c'est la première chose, ça a été une résistance à ça. Et par ailleurs, j'étais en train de faire une résidence Île-de-France qui durait 10 mois sur poésie et faits divers, que j'avais intitulé Contre la fait-diversification. Et je réfléchissais, et j'invitais des poètes comme Arnaud Bertina et d'autres, et des prosateurs, à réfléchir avec moi au positionnement entre la poésie peut-elle s'emparer du fait divers, comme le roman à l'époque de Madame Bovary ou du Rouge et le Noir,
Que fait-elle de la petite histoire? Cette petite histoire est-elle transgressive? Et à quel moment on tombe dans le sensationnalisme? Alors évidemment, après 4 mois de résidence, arrivé dans ce contexte, ma résidence était arrêtée. Je ne pouvais que faire? Je dois dire que j'ai besoin de temps toujours pour faire quelque chose et pour écrire. Et il me fallait contre-pagayer sans vouloir écrire autrement le livre que j'écrivais, qui s'appelle Les corps caverneux, qui travaille sur les trous en nous, et qui est une allusion au désir sexuel, mais qui travaille sur les trous en nous, le commun. Et je ne voulais pas, je n'ai donc fait aucune grande forme, je n'ai pas écrit de recueil. Quelque chose en moi était hirsute, je ne sais pas comment dire, je n'arrivais pas à me peigner dans le sens du virus, en fait. Et je n'ai pu que continuer des petites formes ou des petits bouts de la lorgnette. Et je me suis dit que c'était par le petit bout de la lorgnette que j'allais peut-être poser des questions qui pourraient être intéressantes outre moi, puisqu'une question qui serait que pour moi ne serait pas intéressante a fortiori, en tout cas pas intéressante à écrire. Et j'ai donc continué un projet qui s'appelle Éclecticité, qui effectivement est un projet transformat d'un mini recueil de poésie, d'un livre et d'un CD, d'une bande son, pour essayer, par le prisme de la voix, que la voix traverse le texte écrit sans être de la poésie sonore, justement, c'est une poésie dite, et de voir ce que le contexte déplace. Alors les situationnistes l'ont fait, d'autres personnes, mais pas ainsi. C'est-à-dire que c'est vraiment des fragments de texte écrit qui n'ont pas d'originalité, qui sont déjà publiés, que je déplace dans des contextes. J'avais notamment enregistré une section qui s'appelait Poésie et faits divers, et où j'avais capté, je me suis posé la question, j'avais arrêté ce transpoème sur un SDF en hurlant, qui hurlait « J'égorge la République », et je me demandais si j'avais le droit d'enregistrer. Je disais mon poème, j'ai plus pu le dire. D'autres faits divers dans des musées, dans des villes, et ça posait des questions, différentes questions. Je ne vais pas vous parler de ces questions. J'ai ajouté un chapitre, c'est le seul chapitre que j'ai pu ajouter. Je n'ai pas ajouté un chapitre de livre, je n'ai pas écrit un récit. J'ai simplement, je suis aussi sortie de chez moi, bien sûr, en faisant 2 tout petits textes réflexifs. L'un contre Xavier Demestre, que j'ai relu tellement j'avais assez du fait qu'on cite Xavier Demestre, et sur ce voyage autour de ma chambre. Et j'ai fait une petite forme en sachant que Xavier Demestre est très heureux d'être confiné dans sa chambre et découvre des objets, mais évite la fenêtre pour ne pas avoir le motif de la fenêtre et de l'ouverture. Et bien évidemment, j'ai montré moi l'importance de la fenêtre pour la circulation du son, et montrer combien on est comme un handicap dans ce kilomètre qu'on n'avait pas le droit de faire, combien le son, la bande son prenait une importance, comme la radio, extrêmement importante en l'absence du reste. Il était pour moi important qu'il n'y ait pas d'image, parce qu'on est quand même, on était très abreuvé d'images. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas sensible à plein de projets avec des images, mais moi je ne pouvais pas en produire, et c'était par cette absence-là, malgré tout, c'était une réponse à Demestre, ouvrir la fenêtre et capter ce qui se passe, et plonger mes poèmes dans ces sons-là. La deuxième chose, ça a été écrire de petits textes qui s'appellent de la relativité du silence. Et c'est me promener dans ce quartier comme dans un jeu vidéo, quand on aurait tué tous les monstres à tuer et qu'on reviendrait à l'envers du jeu vidéo, ce que je faisais beaucoup quand j'avais 17 ans. C'était un quartier, Montmartre est un quartier extrêmement touristique qui était vide de façon affolante. Et dans cette bande-son de décors un peu à la Goldoni, moi ça me faisait penser à des décors de la Comédie Française, un peu carton-pâte, où tout le monde ne parlait que du virus. J'ai trimballé des textes qui ne disent pas ça, qui ne parlent pas de confinement. J'ai trimballé le texte qui s'appelle Rhodes Blues, qui est un hommage à Artaud et au Tarahumara, et un autre qui s'appelle La clocharde du monde, qui petite référence aussi à Benjamin et au bookline de Berliner de son enfance berlinoise. Donc c'est des textes qui n'ont rien à voir a priori, que j'ai trimballé comme d'autres trimballaient leurs chiens. J'ai pas de chien, mais j'ai trimballé ces textes-là. Et j'ai toujours mon zoom sur moi, et j'ai capté, sans savoir de façon ce qui se passerait. Se passe-t-il? Y a-t-il une émergence? Et dans certains des textes
oui, tellement il est criant que les quelques oiseaux, les sons qui demeuraient étaient des sons d'abord très artificiels, puisque bien sûr plein de gens, plein de cafés fermés, plein de gens étaient en dépression, mais on n'entendait que les oiseaux dans Montmartre, 2-3 touristes qui restaient, le son des pas extrêmement important, et ça mettait hors champ. C'était d'autant plus scandaleux que ça mettait hors champ certains sons sociaux qu'on n'entendait pas et que je n'allais pas, évidemment, je ne pouvais pas aller à Sarcelles ou ailleurs prendre des sons. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, mon kilomètre, et j'ai enregistré ces textes comme je le fais, comme des litanies dans la répétition. Dans l'album Éclecticité, il y a 12 textes qui sont enregistrés 42 fois, pour voir ce qui émerge dans le déplacement, comme on fait un très très léger jeu, si on fait bouger une armoire, j'ai très légèrement fait bouger dans la répétition ces textes en les trempant dans un contexte. Et ça ne pose pas d'immenses questions, mais ça pose des petites questions, notamment bien sûr à l'écoute, aussi à la vigilance, entre un texte qui a une connotation un peu plus politique, Rhodes Blues, ou La clocharde du monde, dans un contexte apparemment anodin, voire idyllique, espèce de reste d'idylle, petits pigeons de Montmartre et les petits oiseaux des buissons du Sacré-Cœur, ou de la place du Tertre. Et en bougeant ce contexte, ça crée un écart que je trouve vigilant et que j'espère qu'on trouve un peu vigilant, je ne sais pas, il y a certains ratages sans doute bien sûr, entre le contexte sonore et le poème. Et ça pose dans la répétition certaines questions au poème, puisque ça en fait bifurquer le sens. Et je n'étais pas capable de plus qu'un pas de côté, en fait, d'une petite bifurcation. Je n'ai rien fait d'autre que bifurquer un peu pendant cette période-là. Je n'ai pas pu faire autre chose que ça. Ou des projets collectifs, justement, travailler avec des traducteurs. J'ai travaillé à la traduction en allemand, en espagnol, en italien d'un de mes livres, Caspar de Pierre, où je travaillais avec des compositeurs, me posant des questions. Mais j'ai eu une pause de continuité quant à des récits poétiques plus continus. Je n'étais pas capable de continuité pendant cette période. Et pour revenir sur le titre du Neuven Decameron, j'avais écrit en 2012 un texte qui s'appelle « La cité dolente », qui commence comme une peste, et la peste, ce sont les faits divers et ce sont le statut de l'image, ce sont les selfies et les images d'un vieil homme donc, qui s'enferme dans un hospice, qui s'auto-enferme dans une illusion d'avoir le temps, donc une illusion de Covid un peu, et qui est rattrapé par les faits divers que tout le monde se raconte. Donc c'est vraiment une illusion, parce que ce temps n'est pas rêvé. Donc ça a une structure du Décaméron qui rejoint l'enfer de Dante un petit peu. Donc c'est des allusions à ces deux textes. Comme j'avais déjà fait ça, je n'allais pas le refaire. Voilà, donc c'est une promenade du son, dans une incapacité à dépasser ce kilomètre et essayer, oui, d'entendre. C'est un travail un petit peu sur le hors-champ. Je considère la poésie comme un chant du hors-champ. Alors je me suis baladée un peu dans ce qui était hors-champ, d'entendre des sons qui venaient au loin. Je n'avais pas le droit d'aller place Clichy, j'entendais des penser, en l'absence de tout le reste, à ce que ça remue en nous. Voilà. Peut-être, ce que ça remue peut-être en nous. Voilà ce que j'ai fait. Ce que j'ai tenté. Merci beaucoup, Laure. C'est très vivant, tout ce mouvement de la parole et cette promenade du son me revenait en mémoire en t'écoutant donc le titre de deux de tes recueils, c'est-à-dire Je neige et Caspar de Pierre. Et je me demandais, dans la mesure où l'écriture nous transforme peut-être dans un contexte de mouvement dans la ville durant la pandémie, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait peut-être été transformé aussi dans le rapport à la matière? Pendant toute cette période. Et qui se reflèterait dans l'écriture ou dans la lecture de poèmes avec les sons? Alors, je suis à l'écoute, c'est très récent. Il y a eu une période intermédiaire entre deux confinements. Il y a eu septembre où j'ai commencé un autre texte qui s'appelle Mélusine Reload, en référence à Matrix et à Mélusine. Je remets en mouvement. Dans tous les textes, Caspar de Pierre, c'est effectivement
contre l'idéalisation poétique de Kaspar Hauser. Donc, il y a une idée de le remettre en mouvement à la sortie de sa claustration. C'est un mouvement qui a été assez hors champ, à part chez Herzog dans le cinéma. Dans Je neige entre les mots de Villon, c'était aussi essayer de sauver le dynamisme du don, espèce de rythme philanthropique qui habite la poésie. Et là, je suis en train, effectivement, il y a peut-être, je ne peux pas dire c'est par capillarité, disons, il y a effectivement quelque chose qui émerge dans une narration plus suivie, dans cette Mélusine Willow, donc de ce mouvement retrouvé de Mélusine qui échapperait à sa propre... au fait d'être happé aussi bien par le catholicisme à un moment que par Breton à un autre moment. Et donc, c'est des remises en mouvement. Alors, ça va sans doute extrémiser et peut-être ça me donne envie, c'est un texte qui ira plus vers la prose, c'est sans doute mon premier texte. C'est pas immédiat, ça va venir, je pense que j'en ai encore pour au moins 1 an. Mais peut-être ça me donne envie de continuité, en effet. Tellement, je pense que ce Covid m'a mis en face de... déjà avec moi, le fait aggravant d'avoir eu 2 ans de maladie avant, d'une atomisation de l'expérience, disons. Donc peut-être ça me donne envie effectivement de retrouver les reins pour être davantage dans la continuité d'un récit. Oui. Mais ça pouvait pas être immédiat. Enfin, c'est un tout début, c'est une amorce. Et c'est sans doute ça qui est important. Et effectivement, le motif de la peau, qui est dans Mélusine, un motif très très bref, hein, elle tend une peau du monde. Il y a un essai de Jean-Luc Nancy qui est paru, que j'ai lu cet été, sur la peau fragile du monde, le fait de regarder la catastrophe en face et de continuer. Peut-être, est-ce que ça a pris plus d'importance parce que c'est devenu un chapitre, cette peau hors champ dans Mélusine, d'entendre des choses qui ont été pas entendues dans les différentes réécritures de Mélusine. Ça a sans doute été des accentuations. Je pense pas que ce soit... je pense que ça accentue effectivement peut-être la peau et le toucher encore, et le travail sur le toucher, le travail sur le hors-champ, et dans une tentative de continuité d'un récit plus continu. Oui, sans doute. Je ne sais pas si tu réponds à ta question, Chantal. Oui, c'est très riche. Est-ce qu'on peut peut-être entendre l'un des transpoèmes de Laure? Oui, je pense qu'on peut aller voir, on va voir si ça fonctionne. En même temps, ça va être un bon test pour ce qu'on fait, nos programmes. Je voulais justement dire qu'il y en a à Pompéi. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui serait lequel vous préféreriez? C'est toujours difficile à dire parce qu'il peut y en avoir. On peut s'ennuyer dans les transpoèmes. Il y en a où il n'émerge rien. Je ne sais pas si l'émergence pour moi est je sais pas, le feu rue des Saules, c'est peut-être ce son anecdotique, presque à l'eau de rose, dans un contexte qui ne l'est pas. Et c'est dans l'acceptation. Il pleut à Rodez. Tandis que partout ailleurs, c'est le feu. Le monde brûle bien quand il pleut. La preuve qu'il y a pluie et pluie. Des contrefaçons. Ce ne sont pas la terre, sans orage ni nuages. Ce ne sont pas la terre. Pourtant, j'aimerais la gratter comme les chiens. La gratter pour déterrer, y voir un signe de l'après. Vert.
Voilà, je pense que ça donne une très bonne idée là, de la richesse de l'environnement sonore. Et ça, c'est un exemple il y a des exemples très différents, je crois, des environnements intérieurs et extérieurs. Peut-être que Laure peut nous en dire plus. Je vais fermer mon micro parce que j'ai peur que mon chien se mette à japper à l'instant. Il semble y avoir un écureuil dans la fenêtre. Je vous laisse la parole. Non, oui, c'est le caractère très anecdotique. Enfin, ce son est extrêmement présent. Quelquefois, il y a des bribes de conversation. Dans l'éclecticité, puisqu'il s'est intégré de force, c'est un chapitre de plus, c'est un bonus track imprévu au chapitre. C'est la seule chose que j'ai imposée à mon écriture, c'est ça. Il y a effectivement des moments où j'écoute la radio. Il m'arrive même d'écouter la radio dans 2 pièces. Et c'est de ne pas travailler sur l'esthétique du montage, de ne pas être dans le montage, mais de laisser éventuellement même l'ennui et l'émergence possible et de couper, un peu comme dans une séance lacanienne, on coupe à la fin. À Pompéi, en face d'une femme calcinée, dans une reproduction de femme calcinée, ou dans une expo Boltanski, enfin voilà, il m'est arrivé d'avoir des émergences comme ça qui disaient quelque chose au texte que j'étais en train de lire par hasard. Parfois, ça n'arrive pas. Je pense que c'est important aussi d'avoir des textes, d'avoir par moment le détour possible dans le contexte sonore, voire même s'ennuyer dans le contexte sonore pour écouter le texte autrement. Et il est évident que dans le ressassement et dans la répétition des mêmes textes dans différents contextes, donc il y a celui-ci avec ces oiseaux qui ont l'air presque des oiseaux artificiels, c'est un peu le côté fleur en plastique du vrai oiseau montmartois. Bien évidemment, c'était presque choquant, parce que effectivement, le contexte, les cafés fermés les uns après les autres, les étudiants que j'ai aussi allaient dans l'ensemble très mal. Et puis, quand je sortais, il n'y avait quasiment que des oiseaux, des pigeons extrêmement bruyants, et un contexte bucolique, pour ainsi dire. Et ce décalage-là, bien évidemment, comme faisait bande-son quasiment de science-fiction. Alors, voilà, il pose quelques questions, quelques modestes questions. Voilà. Je vous encourage à l'écouter. Il y a 6 transpoèmes qui sont basés sur 2 poèmes. Et il y a 2 textes aussi très intéressants sur la démarche derrière ces poèmes-là, ces transpoèmes. C'est vraiment fascinant. Et ça devrait être publié d'ici 1 heure ou 2 au maximum. Là. Donc, on va rendre le lien disponible très, très bientôt. Merci beaucoup. Alors, désolé pour le délai de publication. Alors, je ne sais pas si on a un peu dépassé le temps qu'on avait prévu. Normalement, on essaie de faire 1 heure, mais c'est toujours un petit peu plus long que prévu, ces choses-là. Surtout qu'il y a énormément de choses fascinantes qui ont été discutées. Là, une superposition, comme on l'a dit au début, là, mais de voix, de sons, d'images, d'expériences très, très différentes dans des lieux différents, mais aussi dans le rapport à la pandémie. C'est vraiment fascinant de voir comme la richesse de vos interventions, puis de vos textes, puis de vos contributions, et comment elles se répondent aussi un peu mutuellement, je pense. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent ajouter quelque chose, qui veulent commenter sur les contributions des autres, ou qui voudraient dire quelque chose. Peut-être que Chantal voudrait conclure. Oui, on peut peut-être laisser la parole aux gens s'il y a des questions. Peut-être que je peux enchaîner avec... moi, il y a une question qui me vient, c'est concernant la collecte de sons de Laure. Je me demandais, est-ce que c'est une collecte de sons que tu as faite toi-même dans Montmartre ou ailleurs? C'est en détail, en fait. Pour ces transpoèmes-là, donc transpoème, c'est vraiment le poème qui migre, que des fois que je reprends dans des installations sonores, qui va à la radio. C'est un poème qui a plusieurs genres poétiques. Le texte venait de là, mais dans cette section-là, c'est soit ma chambre. Donc la réponse à Xavier Demestre, ce sont les sons qui traversent ma chambre, aussi bien la radio que l'extérieur. Les sons de la rue, les gens qui appellent. Donc la façon dont ça s'immisce dans la lecture d'un autre texte. Et puis les autres sont uniquement dans Montmartre, oui. C'est en avril 2020, dans Montmartre. Oui, uniquement. C'est ma chambre et l'extérieur. Voilà. Dans les autres cas, l'album Éclecticité, non, ça va de Pompéi, Paris, Porto et ailleurs. C'est différentes villes, justement, dans un rapport au contexte urbain et au son de la campagne et des villes. Et ce que ça peut dire encore, quelles questions ça peut poser au texte, quelle question le contexte pose-t-il au texte, en quoi il le fait dévier ou il permet d'entendre certaines aspérités que la voix ne porterait pas
que la voix ne porterait pas autrement. Qu'est-ce que ça fait à la voix entre l'écrit et le son. Voilà. Et donc effectivement, il y a eu un ajout d'une section. Parce qu'il était quand même difficile de ne rien faire non plus. Autant je ne souhaitais pas forcément faire une grande forme non plus, ni un journal de confinement. Et je n'ai pas su écrire depuis là. Je ne sais pas si c'est une incompétence ou une volonté. En tout cas, j'ai toujours besoin d'un peu de temps pour intégrer les questions et les comprendre. En tous les cas, c'était ma seule façon de pouvoir accompagner quand même un questionnement et une marche. Et je vois qu'on était tous plus ou moins aussi dans beaucoup, soit en retour dans le passé, soit en science-fiction. Je pense que de toute façon, l'écriture, comme la gravure, c'est un genre aussi dans l'absence et de faire un pas de côté. Donc, l'impression en traversant les textes que j'ai entendus, en regardant les images, c'est qu'on a tous été en contrebalancé. Enfin, on a tous été sur le versant d'à côté pour essayer de voir oui, ailleurs un petit peu. Hein. Pas être happé par ce mouvement que j'appelle moi monolithique, mais qui est effectivement un discours qui peut être dangereux, comme la personne confrontée à une maladie peut avoir le danger de ne plus être singulière. L'auteur en temps de confinement ou la personne en temps de confinement peut perdre une singularité et se laisser happer et oublier d'autres problèmes sociopolitiques, esthétiques qu'il faut continuer de se poser. Ce qui fait que, contrairement à ce que je pensais, j'étais très heureuse de participer à votre projet, ne pensant pas initialement que ces formes pouvaient être intéressantes, je dois dire, ayant un préjugé sans doute. Je me suis rendu compte que malgré tout, si on ne pose ces questions justement, si on ne les pose pas en journal de confinement, mais qu'on en fait des formes avec humour, avec des distanciations ou questions posées et ouvertes, à nouveau, avec le temps donné, on est 1 an après, ça peut redevenir intéressant. Parce que malgré tout, c'était quelque chose voilà, qui nous a tous concernés. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben moi, je voudrais peut-être simplement faire une remarque parce que j'ai lu, alors je ne suis peut-être pas un bon lecteur, mais j'ai lu tous les textes là, dans les derniers jours. Je ne les lis pas à mesure qu'ils se publient, j'attends qu'il y en ait un certain nombre. Donc, je les ai lus les uns à la suite des autres. Ce qui m'a frappé, c'est l'exceptionnelle variété formelle, esthétique, de contenu. Et ça, je trouve que c'est assez réjouissant. Et de ce point de vue-là, ça me semble être une vraie réussite. Parce que par ailleurs, j'ai une autre expérience comme membre du collectif de rédaction de la revue XYZ. Il y a un numéro qui va paraître sur le thème confinement, et là, il y a eu beaucoup de propositions, mais qui étaient presque interchangeables. Alors, je suis heureux de voir que finalement, la question de la pandémie, du confinement, de la solitude imposée ou librement choisie peut inspirer quand même une telle variété, une telle richesse. Donc, je voulais simplement dire merci à tous les contributeurs et puis aux 2 co-organisateurs, co-directeurs de cette publication en ligne. Merci. Merci, Claude. Alors, on va peut-être vous laisser aller profiter de ce début de déconfinement en tout cas à Montréal et à Paris aussi, si j'ai bien compris, où les terrasses sont réouvertes. Et on va y aller prudemment peut-être dans notre sortie de nos terriers respectifs. On vous souhaite d'être en bonne santé, de prendre bien soin de vous et on vous remercie encore énormément d'avoir si généreusement accepté de participer à cette aventure du Novembre-Décameron. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bye.